Donc, je présente rapidement, je suis Stéphane Guettin et mon berceau universitaire est Montpellier. Donc, je suis tout à fait très content d'être ici puisque l'origine des études remonte à 1999 dans le service du professeur Jacques Touchon, anciennement doyen de la faculté de médecine de Montpellier, où on a initié les premières études contrôlées, randomisées, permettant d'objectiver le pouvoir et l'influence de la musique dans le traitement de la douleur et des composantes associées, telles que l'anxiété, la dépression et les troubles du sommeil. Et bien au-delà de là, sur les consommations médicamenteuses. Donc, je suis à la base musicothérapeute, 3 ans d'études dans le domaine d'un diplôme universitaire à Montpellier, et parallèlement l'obtention d'un doctorat de psychologie où j'ai pu être rattaché à l'université Paris 5 pour mener ces différentes études. Donc, je vous parlais des premières en 1999 dans le domaine de la rééducation fonctionnelle, de la neurologie, mais ces études aujourd'hui, depuis 20 ans, ont été élargies à des indications et des contextes médicaux très larges, puisqu'aujourd'hui on est les auteurs avec une dizaine d'universités, de plus de 150 publications, dont une vingtaine d'études contrôlées randomisées, publiées dans des revues série A, donc avec des impact facteurs dépassant les 30, dont l'année dernière qui a été publiée dans le JAMA, qui permettrait éventuellement de monter un premier dossier de remboursement pour que la musique puisse être intégrée dans le parcours du soin du patient. Vous verrez que ce n'est pas un luxe, mais un devoir que le patient puisse accéder à la musique et qu'elle permettrait de réduire jusqu'à 90% certaines consommations de sédatifs et de réduire les effets secondaires de façon significative. Rapidement, une thérapie digitale, qu'est-ce que c'est? Thérapie digitale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une solution numérique qui a été validée par de la recherche clinique, mais qui a aussi été validée par l'ANSM, donc l'Agence de sécurité de médicaments, et qui puisse être catégorisée comme un dispositif médical. Donc aujourd'hui, l'application numérique MusicCare qu'on va vous présenter, qui a fait l'objet de nombreuses publications et qui a fait l'objet d'une régularisation auprès de l'ANSM. Très important aussi, on parle de thérapie digitale, on va parler de musique, mais on va parler de douleur. Petit rappel de la définition de la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Et depuis des dizaines d'années, quand vous allez chez votre médecin, on vous prescrit du Doliprane, du paracétamol, différents types de molécules, pouvant aller du palier 1 au palier 3 dans la prise en charge de la douleur. Mais ce qu'on oublie, c'est la composante émotionnelle. Le médicament va agir sur le côté sensoriel, sur le niveau du système nerveux central, mais toute la partie émotionnelle est sous-évaluée et sous-traitée. La recherche clinique, depuis les années 2000, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale, depuis les années 90, on peut redécouvrir le pouvoir de la musique et comprendre comment elle agit directement sur les zones cérébrales qu'elle permettrait de stimuler de façon complètement naturelle des antidouleurs naturelles. Publié dans Nature Neuroscience en 2004, une première étude montre que la musique stimulerait de façon significative la production de dopamine et donc va aller stimuler les zones de récompense du cerveau. D'autres études montrent qu'elle va stimuler des endorphines et des ocytocines. Donc il y a différentes aujourd'hui études physiologiques, cliniques, qui montrent et qui confirment le pouvoir de la musique dans la gestion de la douleur et qui permettrait d'avoir un impact important. J'ai entendu ce micro, moi, pardon. Merci, on va essayer celui-là. Hop, c'est la bonne. Voilà, donc ça, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Notamment un partenariat très important que je peux aussi rappeler. Depuis 2020, on a signé un partenariat notamment avec Sanofi. Pour la première fois, la musique va être prescrite en complément du Doliprane. Et justement, je vois Pierrick qui est ici dans la salle et qui a participé à cette évaluation scientifique, un groupe d'experts qui ont effectivement fait toute une revue de la littérature scientifique et mis en avant des méta-analyses qui démontrent de façon très claire et précise l'impact de la musique sur la composante sensorielle, l'intensité de la douleur, mais bien sûr sur la composante émotionnelle de la douleur. Donc on retrouve comme des méta-analyses incluant plus de 90 essais contrôlés randomisés sur un total d'environ 10 000 patients qui démontrent et confirment bien l'intérêt de l'utilisation de la musique dans le parcours du soin du patient. Donc nous sommes à l'origine avec Montpellier, le CHU, de la première thérapie digitale, la première standardisation d'un modèle musical basé sur de l'écoute qui permettrait de réduire la douleur et de favoriser l'endormissement, notamment pendant des situations de bloc opératoire ou d'anesthésie dans différents contextes.
Cette thérapie digitale va permettre, de diffuser des programmes musicaux qui vont répondre parfaitement aux recommandations scientifiques émises dans la littérature internationale. Aujourd'hui, si vous faites Music and Pain sur Medline, vous trouverez plus de 5000 articles, dont plus de 2000 études contrôlées randomisées. Certains médecins, chercheurs se sont intéressés à comprendre quel serait le style de musique le plus puissant dans le traitement de la douleur. Est-ce que ce serait de la musique chantée, de la musique instrumentale, de la musique avec des tempos rapides, des tempos lents, avec certains types de fréquences? Et petit à petit, au vu de ces résultats, on s'aperçoit, on retire beaucoup de facteurs de réussite. Notamment, le premier critère de réussite, c'est de choisir la musique en fonction des goûts des patients. Si vous n'aimez pas l'accordéon, il faudrait mieux pas vous diffuser de l'accordéon. La musique classique, si vous l'aimez ou pas, va avoir aussi une influence très importante. Donc on va cibler la musique en fonction des goûts, de la culture du patient. Ensuite, les tempos. Il y a d'autres études qui vont s'intéresser à la hauteur, effectivement, au nombre de tempos, s'il est élevé ou ralenti. Les études montrent qu'effectivement, des tempos qui se synchronisent avec les fréquences cardiaques et respiratoires seraient plus efficaces pour favoriser l'endormissement et amener le patient à un état modifié de conscience, un peu comme en hypnose, et notamment l'effet de transe qui est aussi recherché et qui est décrit dans la littérature internationale depuis longtemps par le pouvoir de la musique. Donc à partir de là, on a développé une application standardisée qui permettrait de diffuser une musique spécifique adaptée au goût des patients et répondant au niveau des fréquences et de tous les paramètres sonores et musicaux identifiés dans la recherche, permettant d'être le plus efficace possible. Et ce qui est très important, c'est qu'elle va permettre cette application d'évaluer des niveaux de douleur ou d'anxiété avant et après chaque séance. Donc en fonction de nos statistiques, aujourd'hui on est équipé dans près de 1000 établissements de santé, plus de 2000 services hospitaliers, et on comptabilise plus de 200 000 séances réalisées en ligne annuellement. Ce qui nous permet d'avoir toutes les données en fonction des données sociodémographiques des patients, et aussi des données musicales de ces goûts musicaux, ce qui nous permet aussi donc de faire des travaux de recommandation en fonction de l'âge, en fonction de la pathologie, et en fonction de différentes données pour que les séances soient les plus efficaces possibles. C'est concrètement basé sur la recherche internationale et aussi basé surtout sur les principes de l'hypnose. On a développé une méthode qui permet aux patients comme de pouvoir permettre justement de synchroniser les fréquences cardiaques et respiratoires, les paramètres biologiques aux paramètres musicaux. La musique, notamment au niveau de son tempo, de ses harmonies, et les différents paramètres vont s'abaisser progressivement, comme en hypnose. Il y a une première phase d'induction. On va synchroniser le patient au niveau de son état de vigilance avec le rythme de la musique, qui sera au début un peu stimulant. Et de façon très progressive, on va demander à des compositeurs, c'est une musique qui est spécifiquement composée pour respecter ce protocole précis, de réduire le tempo. On va passer de 90 BPM à 70 BPM. De 70 BPM, on va réduire à 60, et progressivement, les fréquences vont être de plus en plus basses, et on va mettre le patient dans un état de relaxation profond, où la pulsation ne sera presque plus perceptible. Et au bout de 8 à 10 minutes dans cette phase de relaxation, on a la possibilité de remettre le patient en état d'éveil, en réintroduisant progressivement les paramètres sonores au niveau du tempo qui vont s'accélérer, une formation qui sera de plus en plus importante pour finaliser cette phase d'éveil et de reprise de conscience. Sachant qu'en préopératoire, notamment au bloc opératoire, on peut ne faire que la moitié du U, la séquence en L, pour favoriser juste l'endormissement. Voilà, donc rapidement, on travaille aujourd'hui avec de nombreux compositeurs, avec des grands musiciens classiques comme David Bismuth, ou comme en Afrique, on est parti récemment aussi enregistrer avec Toumani Diabaté, ou les musiciens de James Brown en Amérique, Fred Wesley, qui ont enregistré pour Musicaire. Et notre objectif, c'est quand même d'aller chercher, j'allais dire, dans notre produit actif de notre médicament, la meilleure émotion, l'émotion la plus puissante. Et c'est effectivement chez ces grands artistes qu'on va aller pouvoir trouver cette émotion qui déclenchera ce fameux frisson musical et qui va aller stimuler donc les zones de récompense du cerveau et stimuler naturellement des antidouleurs. Le protocole est très très simple d'utilisation en termes de mise en place, puisque c'est la musique, ce langage universel qui va remplacer quelque part la voix du thérapeute pour amener ce patient à cet état modifié de conscience et de relaxation. Donc on installe le patient confortablement, il choisit sa séance en fonction de ses goûts, et ensuite on propose l'écoute musicale dans une position effectivement confortable, on réévalue le niveau de douleur,
Et le plus important à l'hôpital, c'est que le thérapeute, le soignant, puisse venir se positionner en position d'écoute et écouter la verbalisation du patient. C'est un élément très important. L'intervention musicale à l'hôpital n'est pas juste mettre un casque sur les oreilles du patient, mais aussi toute la relation thérapeutique qui va se mettre en place dans la relation d'accompagnement, de soutien et d'écoute avec le patient et le soignant. Le premier traitement de la douleur, c'est l'écoute. On ne peut pas traiter un patient, recommander des médicaments, un traitement, si on n'est pas, effectivement, on ne ressent pas le vécu douloureux du patient. Et en fonction de ce vécu douloureux, on peut adapter un traitement. Et cette séance d'écoute musicale permet au patient aussi d'exprimer, de verbaliser ce qu'il a ressenti et de créer du lien social très fort dans la relation thérapeutique patient-soignant. Alors, est-ce que ça va marcher? Un tout petit témoignage. C'est aéré, c'est souple, c'est doux, et puis voilà, on oublie. C'est vrai que c'est l'expérience quand on a mal partout comme ça. Des douleurs qui vous assaillent, on ne sait pas d'où elles viennent, mais bon, ça vous brûle le corps. Et sincèrement, 20 minutes de relaxation comme ça, c'est un vrai massage de l'esprit. On oublie. Moi, j'ai oublié mon corps là. Je ne me suis pas rendu compte quand ça a démarré. Tant qu'on m'a dit que c'était fini, j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes. Quoi. Quand il m'a expliqué la procédure, il m'a parlé, il m'a dit que ce sera comme une sorte d'hypnose. Je lui ai dit, je pense ne pas être le bon client pour ça, je n'y crois pas une seconde. C'est pour ça que j'étais très surpris parce que dans l'ensemble, je me suis rendu compte de rien. Ce rythme-là va permettre vraiment d'atteindre une diminution de l'activité cérébrale de type sédative, en tout cas relaxante. Lorsqu'on parle au patient, il est tout à fait apte à vous répondre. Mais il aura vraiment l'impression d'avoir été déconnecté et que le temps n'a plus de valeur. On voit bien que les patients ont vraiment cette sensation que l'acte a duré que quelques minutes, alors que le plus souvent, il a duré 45 minutes à 1 heure. Voilà, c'était quelques témoignages d'une première patiente au centre antidouleur du CHU de Montpellier dans le cadre d'une douleur chronique et un autre cas complètement différent lors d'une angioplastie au bloc opératoire d'un patient qui va subir une chirurgie cardiaque. Donc on voit effectivement toute l'angoisse et le fait que le patient ait complètement oublié la notion de temps, la perception de temps aussi est très intéressante. Quelques études, mais ça vous pouvez la retrouver facilement sur Medline, mais c'est très intéressant quand même au niveau effectivement de la synchronisation des paramètres hémodynamiques et physiologiques, respiratoires, et les paramètres musicaux, les différentes séquences que propose l'application dans différents contextes opératoires. Et on voit effectivement en pointillé le groupe contrôle et les groupes, la ligne pleine avec la séquence en U. Et on voit effectivement sur l'état de sédation, une vraie synchronisation entre cette séquence en U et les paramètres hémodynamiques et respiratoires. Et c'est suite à cette première étude qu'on a décidé de faire la séquence en L pour juste endormir le patient, puisque mes anesthésistes me disaient c'est bien, mais c'est dommage que ça remonte, j'aimerais bien laisser mon patient en bas pour l'endormir complètement. Et donc, il y a différents algorithmes qui permettent de répondre à la phase opératoire, au réveil, ou sinon, dans le cas d'une douleur chronique, une séquence en U. Voilà, ça c'est une étude aussi en douleur chronique qui a fait l'objet du partenariat notamment avec des laboratoires pour aujourd'hui officialiser la prescription de cette complémentarité entre le paracétamol et la musique pour être dans une prise en charge globale et efficace du côté sensoriel et émotionnel où la musique serait aujourd'hui identifiée comme le stimulus émotionnel le plus puissant. Cette étude montre effectivement le fait d'associer musique care à une prise en charge globale, à un parcours de soins hospitalisé pendant 10 jours. Le patient continue l'application numérique à domicile jusqu'au 60e jour. On voit un effet encore d'efficacité qui s'opère. Et à J60, le groupe qui bénéficiait de l'application musicale arrête. Et on voit que la douleur remonte légèrement un mois après l'arrêt des séances, mais que la différence reste significative un mois après l'arrêt des séances. Donc il y a aussi un effet de maintien qui a pu être observé. Voici, je crois, l'étude dont je vous ai parlé aussi assez récemment, qui est pour nous très importante. Elle a fait l'objet d'une publication dans le Journal d'ophtalmologie pendant la chirurgie de la cataracte. Elle a été faite sur 310 patients, 2 groupes de 155 patients qui subissent tous donc une chirurgie. Et on s'aperçoit sur le critère principal qui était le nombre de tachycardies, de poussées hypertensives qui ont été identifiées pendant cette opération. Donc une complication
qui va générer chez les anesthésistes des consommations de sédatifs. Dans le groupe contrôle, sans musique, ils sont 53% à avoir fait cette complication opératoire, soit la tachycardie, le cœur qui s'emballe à plus de 120 BPM. Alors que dans le groupe avec la musique, ils ne sont que 13% à avoir fait cette complication et ce fameux cœur qui s'emballe à plus de 120 BPM. En pratique, il aura fallu 92% en moins d'injections de sédatifs dans le groupe qui a bénéficié de la musique en plus. Voilà. Alors, en conclusion, je me suis aussi permis de vous rappeler de vous ramener une étude assez originale, parce que je vous dis des études qui montrent que l'écoute musicale, de façon très adaptée, permettrait de réduire la douleur et l'anxiété et les consommations médicamenteuses des patients. On en retrouve aujourd'hui des dizaines et des dizaines, et au même titre que l'activité physique, la musique doit intégrer aujourd'hui le parcours du soin du patient. On a à disposition des outils fondamentaux qui sont à la base de la vie. La musique, c'est l'origine du langage. Avant qu'on ne communique par des sons et par des mots, on communiquait par des sons et des onomatopées. L'homme a toujours évolué grâce à la musique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'hélas, la musique est devenue un outil de consommation, un outil de divertissement, et qu'elle n'est pas utilisée par sa vraie fonction, la fonction originelle de la musique, qui est le soin et la thérapie. Donc aujourd'hui, elle doit retrouver sa place à l'hôpital, dans des endroits comme les prisons aussi, où elle a toute sa place, tout son sens. Et c'est pour ça que Musicaire souhaite vraiment aujourd'hui démocratiser le soin par la musique, développer ses recherches et faire comprendre au corps médical et au grand public que la musique joue un rôle vital et qu'elle doit effectivement être utilisée de façon plus globale et dans le milieu de la santé. Voilà, et qu'elle a un intérêt, pour conclure, sur les soignants aussi, puisqu'elle valorise aussi le travail d'aides-soignants, de médecins, d'anesthésistes, et le fait de pouvoir proposer une réduction de la douleur, de l'anxiété par la musique au lieu des consommations médicamenteuses permettrait aussi une avancée majeure dans le domaine de la santé. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.